Donc voilà, moi je suis Camille du coup et je travaille pour le CalVW et donc grâce à l'invitation de Stéphanie, en effet je modère un peu la soirée de ce soir, quoi. Quand on pense au folklore, on pense peut-être aux marches, au carnaval et aux costumes, mais en fait la place de la femme ou le rôle de femme est un peu dans l'ombre. Et donc du coup, voici ce soir, on va à travers 3 interventions explorer leur rôle, leur transmission, leur transformation et le renouveau. Donc du coup, ce soir, j'ai le plaisir d'introduire ou d'accueillir 3 expertes passionnées qui, chacune à leur manière, éclaireront le rôle de femme dans le folklore et les traditions. Donc d'abord, on a Clémence Mathieu. Voilà, elle est directrice du musée du carnaval et du masque de Binche. Elle nous plongera dans l'histoire de carnavals européens et à travers son regard, nous verrons comment la place des femmes a évolué au sein de cette tradition et comment aujourd'hui encore le folklore wallon se transforme. Ensuite, on aura l'intervention de Marie de Prêtre. J'espère que j'ai bien prononcé. Elle est responsable du service du patrimoine culturel immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle nous parlera du rôle essentiel des femmes dans la transmission et la préservation des traditions. Et pour terminer, on a Margot Joachim avec nous, parmi nous. Elle est engagée dans Charlie Queen, Femme de Mars, Les sorcières du Pays Noir, les fêtes du matrimoine et encore aussi le Femme de Marche. Femme en marche. Femme en marche, oh ouais, désolée. On va en parler. Elle nous fera découvrir comment des initiatives actuelles donnent aux femmes un rôle central dans le folklore. Voilà, après les interventions de Marie et Clémence et Marie, oulala, c'est aussi un peu tard pour moi apparemment, hein. On aura une petite pause de 10 minutes et donc après on va en fait terminer avec l'intervention de Margot. C'est aussi à la fin de l'intervention de Margot, il y aurait du temps, un moment pour poser des questions. Donc en fait je propose de bien noter votre question, soit dans vos GSM ou à l'écrit, pour pouvoir en revenir plus tard à la fin de la soirée. Donc ça peut être des questions de compréhension ou des questions d'approfondissement. Maintenant, je vais laisser la parole à Michael Roufiange, c'est ça, qui est l'échevin du fête et du folklore et qui va ouvrir cette conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence et merci au 38 pour l'organisation de cette soirée. En Wallonie, on regorge d'événements folkloriques, comme vous le savez tous, mais combien de fois a-t-on mis en lumière le rôle des femmes? Trop rarement, je pense, et pourtant elles sont toujours là, et bien là, gardiennes de la mémoire, créatrices des rites, figures incontournables des carnavals, des processions et des fêtes populaires. Ce soir, grâce à notre intervenant, nous allons voir comment les femmes ont contribuent encore, à perpétuer, à enrichir et même à réinventer ces traditions qui font l'âme de notre patrimoine. Bonne soirée à tous et vive le folklore. PowerPoint. Je vais la retrouver. Ah, c'est ça? Ah oui. C'est bon. Voilà, bonsoir à tous. Vous m'entendez comme ça? Je ne dois pas prendre le micro, je pense. Hein? Non, très bien. Voilà, alors moi je vais commencer par vous faire une petite histoire des carnavals et folklore, un petit peu générale. Donc on remonte aux sources ici. Pour vous montrer qu'en fait le carnaval est un rituel très ancien, païen, qui a gardé un aspect magique
et rituels au fur et à mesure du temps. Et donc il prend ses racines à l'Antiquité grecque et latine, et même, certains historiens le disent, même au Paléolithique. Donc on voit notamment dans la grotte des Trois Frères en France, sur une peinture rupestre, ce qui a l'air d'être un homme déguisé en cerf. Donc on voit que les sources sont anciennes pour dire qu'il y avait des rituels masqués en Europe. Et dans la Rome antique, on avait des festivités qui s'appelaient les Lupercales, les Saturnales, qui étaient des festivités de fin de cycle de saison, donc qui avaient lieu entre le mois de janvier et le mois de mars. On avait les calendes de mars aussi. Et donc ces festivités avaient pour but, comme le carnaval aujourd'hui, de célébrer la fin de l'hiver, d'amener le printemps, mais aussi de fonctionner comme une soupape de l'année où on pouvait se permettre des comportements qui n'ont pas lieu en général dans la société et la vie de tous les jours. Et donc c'est vraiment très intéressant de voir que ces comportements carnavalesques qu'on voit aujourd'hui sont issus de ces festivités. Dans la Grèce antique, on a des cortèges dionysiaques, comme ici vous voyez sur cette peinture. Donc c'était des parades en l'honneur du dieu Dionysos, le dieu du vin, où on buvait à l'excès. Et donc évidemment la boisson, l'obscénité sont toutes des caractéristiques des carnavals d'aujourd'hui, de l'Europe actuelle, et évidemment des colonies. Voilà, là je vous ai mis un costume de nos collections, puisqu'on a une des plus grandes collections au monde en termes de costumes et de masques européens. C'est vraiment une de nos spécificités dans le musée de Binche. Et on a ce Krampus qui vient d'Autriche et qui est vraiment une figure assez diabolique. On a énormément de costumes de ce type dans nos collections, avec des fourrures, des cornes qui sont effrayants. Donc l'un des buts de ces carnavals, c'est bien sûr aussi de chasser les démons, chasser les mauvais esprits. Voilà, alors ce qui se passe, c'est qu'au Moyen-Âge, l'Église chrétienne a tenté de canaliser ces rituels qui étaient des rituels païens. Et donc évidemment c'était difficilement concevable pour l'Église d'accepter ces rituels. Et donc plutôt que de les refuser, les rejeter complètement, elle les a intégrés dans son calendrier liturgique en disant, mais voilà, il y a une période en fait qui correspond bien à l'abondance de nourriture, etc. Ce sont les jours gras qui précèdent le carême, la période de jeûne de 40 jours. Et donc c'est ainsi qu'elle a posé le calendrier, sachant que tous les carnavals ne se mettent pas dans le calendrier liturgique chrétien. Et donc on a encore aujourd'hui des festivités qui ont lieu par exemple au mois de décembre, dans les fameux 12 jours entre Noël et Nouvel An, qui sont en fait un gap entre les anciens calendriers juliens et grégoriens. On a le 11 novembre, qui marque parfois le début de la fête des fous, parce que le 11 est le chiffre de la folie, notamment en Allemagne, le 11 novembre marque le début des carnavals. Donc vous voyez que l'Église a tenté de canaliser ces rituels, mais n'y est pas arrivé complètement. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du Moyen-Âge, on va avoir un mélange du coup entre des traditions de type mascarade païenne et des éléments qui sont issus de la religion catholique, c'est-à-dire des processions religieuses, des figures de saints, des éléments de l'histoire biblique qui se retrouvent dans les carnavals. On a notamment les géants, David, Goliath qu'on retrouve à Ath. On a bien sûr, on a le doudou à Mons, où on a une procession religieuse. Il y a énormément, je ne vais pas commencer à énumérer, mais il y a énormément de traditions aujourd'hui dans toute l'Europe où on voit des mélanges vraiment entre ces éléments religieux et païens. Alors, ce qui est intéressant au niveau de la place de l'homme et de la femme, c'est que ce sont évidemment des hommes d'église qui ont pris la direction de ces rituels, d'accord, puisque au sein de l'église, c'était généralement des hommes qui géraient ça. Et donc l'éloignement des femmes de ces rituels
est évidemment lié aussi à la société patriarcale dans laquelle l'Europe se trouve et à la vision masculine de la chrétienté où évidemment il y avait les chasses aux sorcières, etc. Alors, ce qui est très intéressant, donc comme je disais, c'est que les masques, les sorties de masques sont bien souvent reflets de la société dans laquelle on se trouve. Donc forcément, dans les sociétés patriarcales, vous allez retrouver des utilisations de masques, donc je ne parle pas seulement ici de l'Europe, mais vraiment du monde entier, des utilisations de masques par les hommes en majorité. Et donc, à travers le monde, puisque vous avez presque 95% des sociétés qui sont patriarcales à travers le monde, eh bien, 95% à peu près des masques à travers le monde vont être portés par les hommes. Donc ça, c'est très intéressant, qu'on soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique. Alors, ce qui est en général avancé comme argument, c'est que pourquoi les hommes portent le masque? Eh bien parce qu'ils vont devoir affronter des esprits supranaturels qui peuvent être néfastes. Ça peut être des diables, ça peut être des esprits de la nature, ça peut être des ancêtres, des forces maléfiques. Et donc, le masque va soit affronter et interférer avec ces esprits, ou alors reçoit carrément l'esprit, donc rentre dans une espèce de transe et reçoit l'esprit dans son corps et dans son costume pour le temps de la mascarade. Ça se passe vraiment comme ça, il y a vraiment des sociétés qui estiment que la personne qui porte le masque n'est plus elle-même. Donc c'est vraiment l'effet de transe. Et donc, par un phénomène de souhait de protection des femmes, eh bien, celles-ci sont en général laissées à l'écart des masques parce qu'on estime que la femme eh bien, doit prendre ce rôle de pouvoir aider les communautés à faire prospérer les progénitures, etc. Donc il y a vraiment un lien aussi avec le fait que la femme enfante et donc doit être protégée, entre guillemets. Voilà, là vous avez une photo d'une de nos pièces de nos collections, c'est un démon Ravana, donc c'est un démon indien qui est issu du Ramayana et qui est un démon à 10 têtes et beaucoup d'accessoires aussi pour tuer. Voilà. Alors, donc comme je vous disais, il y a un lien assez fort entre la fertilité et le port du masque. Et donc on voit que dans certaines sociétés, le port du masque va être attribué à des femmes soit prépubères, soit ménopausées. Donc le lien vraiment avec la capacité d'enfanter est attesté dans de nombreux cas. On voit notamment que donc, vous avez la société Bassari au Sénégal, où la femme ménopausée va pouvoir laver le corps des morts, par exemple. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir. Et puis, bien sûr, le port des masques par les femmes se retrouve dans des sociétés matriarcales ou dans certains cas d'initiation des jeunes filles. Donc là, on a un cas en Amazonie du Brésil. C'est un rituel d'initiation des jeunes filles quand elles ont leurs premières règles. Et donc la jeune fille va être isolée d'abord dans la maison de son oncle et puis va porter, vous voyez, ces masques et elle est vraiment le centre de la fête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun autre moment la société Tikuna ne fait sortir ces masques qui représentent des esprits de la nature, des nuages, de leur cosmogonie. Et donc la jeune fille en fait renaît symboliquement et toute la communauté renaît avec elle. Donc là, je vous montrais les Tikuna parce qu'on a un très beau projet de recherche avec un ethnologue de terrain belge qui nous a permis en fait d'acquérir plus de 300 pièces de collection et donc on a une magnifique collection de cette communauté en particulier. Alors on a notamment chez les Mozo en Chine, c'est une société matriarcale où on a des femmes chamanes. Et là, un exemple encore de nos collections, un masque Mende porté par les sociétés d'initiation Sandé. Donc là, ce sont des rituels en rapport avec la fécondité. Alors, pour revenir au carnaval,
D'abord un petit peu d'histoire aussi, de signification de ces rituels carnavalesques. Eh bien, finalement, le sens de ces rituels, c'est d'interroger le rapport de l'homme à son environnement naturel et culturel. Donc, il y a évidemment une multitude de sens à travers les mascarades européennes en fonction des endroits où on se trouve, mais traditionnellement, et là je parle plutôt des mascarades de village, par exemple dans les Alpes, en Italie, on célèbre la sédentarisation de l'homme et donc son rapport avec l'animal et la nature. Donc par exemple ici, vous voyez des scènes de labour, une scène de labour en Italie, eh bien on en a plein comme ça, des carnavals de village où on va trouver la charrue qui trace le premier sillon de l'année symboliquement à travers les rues du village. Voilà, on célèbre le lien de l'homme aux esprits sauvages, au diable, aux morts, comme je vous ai dit un peu plus avant. On marque les cycles des saisons, comme les carnavals de Binche par exemple, et bien souvent les carnavals ici en Belgique, le cycle de la vie, et on interroge aussi le lien entre les genres et entre les cultures, donc le rapport à l'autre, à l'altérité. Voilà, et puis plus récemment, donc ça, là c'était vraiment pour les carnavals qui puisent leur source assez loin, et les carnavals païens, et puis plus récemment dans les villes, eh bien sûr, on interroge aussi le rapport à la politique, à l'économie, d'où les chars satiriques qu'on voit dans les grandes villes et les carnavals à chars. Voilà, et donc ce sont forcément des moments où on peut remettre en cause l'ordre social, mais aussi qui traditionnellement, et de manière assez intéressante, permettent de réaffirmer cet ordre social. Donc il y a un peu cette dualité qui s'observe en fonction des traditions. Par exemple, ici, en Roumanie, donc là c'est un exemple d'Espagne, mais en Roumanie, on a également des chevaux jupons, et en général, il est interprété par un jeune homme célibataire qui va faire sa tournée des maisons pour trouver une jeune femme à épouser. Alors, le lien avec la femme dans les carnavals, eh bien évidemment, comme vous le savez, de manière traditionnelle, les femmes ne prennent pas vraiment leur place dans les carnavals en Europe, mais la femme est évoquée en général à travers, de manière plutôt burlesque et grotesque, à travers par exemple des mariages burlesques. On va voir des scènes de rapt, de faux coït. On va voir aussi de nombreuses scènes où les femmes du public sont prises à part, sont houspillées, soit on leur jette des cendres, on leur jette des confettis, on les attrape, on les frappe. Donc il y a plein de gestes comme ça qui signifient vraiment aussi le lien entre l'homme et la femme. Et puis évidemment le travestissement de l'homme en femme, hein, qui est traditionnel et qu'on voit un peu partout. Là, ici, vous avez des scènes où les femmes sont vraiment embarquées par les personnages carnavalesques. Alors, par rapport à l'évolution ici dans nos régions, déjà dans les carnavals rhénans, les femmes ont une place qui est assez symbolique, puisqu'on a le jeudi des vieilles femmes à Eupen, où les femmes coupent les cravates des hommes. Donc ça, c'est évidemment un geste symbolique fort. Et puis, de plus en plus, on a une place que les femmes se font. Donc, notamment, vous avez les haguettes à Malmedy, vous avez une femme tambour-major lors de la Saint-Feuillin à Fosse-la-Ville en 2019, un groupe de femmes chez les échasseurs namurois, donc les échasseuses, une société de chinelles à Fosse-la-Ville, un groupe de femmes, les volontaires de la marche Sainte-Rolande à Gerpine en 2024. Et donc là, vous voyez les échasseuses, les chinelles et les volontaires de Gougny. Et puis des femmes Gilles, évidemment, il y en a un peu partout autour de Binche, notamment à Charleroi. Et alors ici, de manière assez intéressante, les femmes qui se réapproprient les codes du costume du Gilles, ici les dames des Réguénères à grand rang en 2022. Voilà, et puis plus récemment, la conserverie des Connasses, donc ça c'est vraiment intéressant, c'est un groupe LGBTQ qui se réapproprie aussi les codes du costume du Gilles, et puis qui vraiment là est dans le sens
premier du carnaval. Le carnaval, c'est justement se permettre des moments de folie, d'obscénité, de rapport au corps, d'explorer le corps grotesque, le corps difforme, le corps non genré. Donc tout ça, ça fait partie depuis tout temps des codes du carnaval. Et donc c'est vraiment intéressant de voir cette démarche dans un folklore qui a tendance à de plus en plus se ritualiser, se crisper autour d'une figure du Gilles, de voir un groupe tel que celui-là qui reprend possession du sens originel du carnaval. Voilà. Et alors dans les anciennes colonies, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que les femmes ont de manière beaucoup plus libre une place en fait. On les voit partout, en Bolivie, en Colombie, au Nicaragua, de manière beaucoup plus intégrée qu'en Europe. Donc un intéressant phénomène aussi à voir. Voilà, et alors ici je vais vous donner un petit mot par rapport au carnaval de Binche, évidemment, parce que je ne pouvais pas faire sans. Voilà, et ce qui m'intéresse et qui m'interpelle, c'est que en fait, quand Samuel Glotz a fondé le musée en 1975, donc c'est un historien local, et il voulait à la base fonder un musée sur le carnaval de Binche. Puis il a commencé à étudier le sujet dès les années 50, et quand il a étudié le sujet, il s'est rendu compte que, comme je viens de vous expliquer, le carnaval était bien plus qu'un simple folklore, et donc il avait vraiment cette volonté d'ouvrir un musée sur les traditions masquées comparées du monde, ce qu'il a fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment accentué la conscientisation de la part des Binchois que le Binchois, en fait, et le Gilles en particulier, célèbre un rituel de fin de cycle de saison. Et donc pour moi, cette conscientisation a vraiment opéré un changement d'un carnaval qui était assez populaire. On va passer vers la fin des années 60 à un carnaval beaucoup plus ritualisé, où la figure du Gilles va devenir le héros. C'était déjà le héros du carnaval, c'est lui qui ressort sur les affiches au 19e, etc. Mais ça va être le seul personnage adulte qui va rester. Donc ici, vous voyez une mêlée carnavalesque binchoise, auparavant, donc au 19e siècle, et on voit que c'était beaucoup plus fou. Il y avait des vessies de porc, il y avait des clowns, il y avait les Gilles, faisaient partie d'une mascarade assez générale, et il y avait beaucoup de gens qui étaient déguisés avec d'autres types de costumes que ceux qu'on connaît actuellement. Donc là, vous avez des sociétés anciennes, des princes persans, ça c'est des Hollandais, je pense. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir que ce qui se passe, c'est que dans les fin des années 60, en fait, le bourgmestre en place à l'époque va supprimer toutes les sociétés annexes et conserver seulement le Gilles comme figure adulte. Et puis il y aura 3 groupes d'enfants, les paysans, les pierrots et les arlequins, qui vont se mettre en place. Donc forcément, ça rigidifie un petit peu, ça codifie le rituel. Et puis il y a une série de règles qui vont accompagner la sortie du Gilles et qui vont également aider à ritualiser encore un peu plus le carnaval de Binche. Donc le Gilles notamment doit être homme, doit être binchois ou habiter à Binche depuis au moins 5 ans. Et alors, quand il se déplace en rue, il ne peut pas se déplacer sans un tamboureur. Donc là, on est vraiment dans l'aspect très rituel de la chose. Et puis, quand il est en habit de Gilles le Mardi Gras en rue, il ne peut pas s'asseoir en public, il ne peut pas fumer, il ne peut pas embrasser sa femme et ses enfants. Donc vraiment, quand il est au moment du rituel. Voilà, donc vous voyez, ce qui est évidemment très 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 beau. Mais qui est qui est pour moi le produit d'une évolution aussi qui est intéressante et qui mérite d'être comprise. Voilà, alors ici, vous voyez qu'il y avait des femmes dans le carnaval à Binche, et ce même jusqu'à la fin des années 60 en fait, donc on l'oublie fort. La mémoire est courte, on pourrait penser, parce qu'il y a beaucoup de Binchois qui n'en parlent pas et qui ont l'air de croire que les femmes n'ont jamais eu leur place dans le carnaval. Donc ici, vous avez des pierrots, avec des femmes qui font partie des pierrots, femmes paysans.
Et dans certaines peintures ou gravures anciennes, eh bien, on voit... Alors, les femmes, comment est-ce qu'elles se déguisaient dans le carnaval de Binche? Bien souvent, elles avaient un loup. Et alors, elles pouvaient porter un domino. Donc, ce qu'on appelle un domino, c'est ce long costume que vous voyez ici, cette longue robe qui était portée aussi bien par les hommes que par les femmes. Ou elles pouvaient porter aussi des robes, des balles, des carnavals, puisqu'il y a des balles aussi durant la période carnavalesque à Binche. Voilà, et donc elle avait son rôle, voilà, à proprement parler. Vous voyez ici le costume du domino. Et ce qui se passe, c'est que dans les années 70, une hypothèse de Bernard Glotz, qui est le fils de Samuel Glotz, c'est que probablement face à l'évolution de la mode, l'apparition du jeans, mai 68, etc., les femmes n'ont plus trop envie peut-être de porter des costumes. Ça, c'est lui qui dit. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt lié à l'évolution que je viens de vous expliquer. Et alors, on voyait aussi des mamzelles, donc c'était des hommes travestis en femmes dans le carnaval de Binche. Voilà, alors le rôle que les femmes ont aujourd'hui dans le carnaval de Binche, eh bien, comme dans la plupart d'ailleurs des sociétés patriarcales où les masques sortent, eh bien la femme joue souvent le rôle d'accompagnatrice du rituel, de porteuse des accessoires aussi du rituel, que ce soit en Afrique ou ailleurs, donc c'est aussi... la femme occupe souvent ce rôle-là. Et donc ici, vous avez, bien sûr, les femmes sont des couturières hors pair à Binche, puisqu'il y a vraiment une tradition de confection de prêt-à-porter à Binche qui date du XVIIe et XVIIIe siècle. Donc elles font les costumes des dimanches gras notamment. Il y a des femmes qui bourrent leur gilet aussi. Pardon, j'ai été trop vite. Voilà. Ici, elle l'habille le matin, et puis elle porte les accessoires du rituel en rue, donc le chapeau et le masque qu'elle leur tende également. Et puis voilà, depuis 2017, les choses bougent lentement mais sûrement à Binche. Donc en 2017, il y a un groupe de ladies qui a été créé et qui a été accepté le lundi gras de sortie. Donc le lundi gras dépend de l'ADL, qui est l'association de défense du lundi gras à Binche. Et depuis cette année, aura un groupe de femmes dont on a des personnes dans la salle. Et je tiens particulièrement à les saluer. Voilà, elles sont arrivées à se faire leur petite place le dimanche gras matin seulement, attention, voilà, en espérant les années prochaines pouvoir se faire une place dans le cortège du dimanche gras et celui du mardi gras. Et donc là, elles dépendent bien du coup de l'ADF, qui est l'association de défense du folklore. Ça n'a pas été une mince affaire, je pense qu'elles pourront en témoigner. Et donc on est vraiment fiers de cette porte qu'elles ont poussée, et on espère que les choses vont évoluer dans ce sens-là. Je vous remercie à tous. Vous avez aussi un PowerPoint, non? Oui. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai retenu la manière de le dire. Comme tu t'es assise, je vais m'asseoir aussi. Mais comme j'ai un peu la bougeotte, je bougerai peut-être un peu pendant la présentation. Donc je vais vous parler moi du rôle ou des rôles des femmes dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Je parle volontairement pas de folklore, mais de patrimoine culturel immatériel. On va prendre un peu de champ large pour envisager le rôle des femmes de façon plus générale. Alors, parler de patrimoine culturel immatériel, ça nécessite qu'on définisse de quoi on parle. Donc je vous donne la définition officielle du patrimoine immatériel telle que dite par l'UNESCO en 2003. Elle est un peu compliquée, donc je vous la dis avec mes mots à moi. Et vous l'avez en support visuel. Donc, on entend par PCI les pratiques, les connaissances, les savoir-faire que des communautés ou des individus seuls, ça peut être des groupes de peu de personnes, détiennent
dont ils sont fiers, qu'ils veulent reconnaître comme étant du patrimoine culturel digne d'être transmis aux générations suivantes. Ça veut dire dans cette définition que n'importe qui peut décider qu'une pratique, une connaissance, un savoir-faire vaut la peine d'être reconnu comme patrimoine. Il ne faut pas être une institution, un musée, un groupe de sociétés savantes pour le faire. Il faut tout simplement avoir une connaissance, un savoir-faire, un patrimoine au creux du ventre et vouloir qu'il soit reconnu comme tel. Alors ce patrimoine est transmis de génération en génération. Autre notion très importante dans la définition de l'UNESCO, c'est qu'il est recréé en permanence par les communautés qui détiennent ce savoir-faire, ces connaissances. Donc il ne doit pas être figé, mais évoluer avec la société et l'évolution de cette société. Et que ce patrimoine doit aussi donner un sentiment d'identité, de fierté à celui qui le détient, et doit promouvoir le respect de la diversité culturelle et le respect de la créativité. En insistant sur la créativité et la diversité, on met bien en évidence le fait que c'est un patrimoine qui doit être partagé, pas figé, évolutif et partagé. Ah, je fais une bêtise. Ah, il y a des boutons interdits. Voilà. Alors, une fois qu'on a déterminé la définition de ce patrimoine immatériel, on va creuser un peu plus en essayant de voir dans quel type de domaine ce patrimoine s'exprime. Et en fait, il s'exprime à travers absolument tous les domaines de la vie. C'est extrêmement large, il est là présent partout. À travers les traditions et les expressions orales, donc par exemple les contes et légendes, mais aussi les patois, mais aussi les dictons, les petites phrases qui nous sortent de nos grands-mères et qu'on a intégrées dès le plus jeune âge, quelquefois qu'on sort sans même le vouloir. Moi, je viens de la région de Tournai et j'ai des mots de Picard qui me sortent quelquefois en oubliant que c'est du Picard et pas de la langue française. Les arts du spectacle ou les arts d'interprétation, là on a par exemple les concerts de carillon, les sonneurs de trompe. On a aussi, je vous ai mis un exemple d'une marionnettiste, la marionnette à tringles, telle qu'elle est pratiquée à Thônes, enfin chez Thônes à Bruxelles ou le fameux Tchanché de Liège. C'est vraiment de la tradition très importante chez nous. On a aussi les connaissances et les pratiques qui concernent la nature et l'univers. Alors c'est une manière un petit peu compliquée de dire tous les savoir-faire et les connaissances qui lient l'homme à la nature ou qui lient l'homme à l'animal. On a par exemple là-dedans une série de connaissances liées à l'agriculture, comme la construction de murs en pierre sèche, certaines techniques d'irrigation, mais aussi la colombophilie par exemple. On a aussi l'herboristerie qui rentre dans cette catégorie. On a aussi les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Alors ça, c'est extrêmement large, évidemment. Ça touche à peu près tous les matériaux, tout ce qu'on peut faire avec ses mains. La pierre, le verre, le textile. Enfin, il n'y a pas de fin à ça, c'est extrêmement large. Et les pratiques sociales, rituels et événements festifs. Ça, c'est notamment les carnavals dont on vient de parler. C'est aussi les marches, les processions diverses et variées. Mais aussi les rituels intimes, les rituels familiaux. Comme par exemple, dès la naissance, quand on va dire bonjour à une maman qui vient d'avoir un enfant et qu'on reçoit des dragées. Comme par exemple le fait de proposer aux enfants de courir dans le jardin chercher les œufs de Pâques, de leur proposer de croire à Saint-Nicolas avec des cadeaux qui arrivent comme par magie le 6 décembre. Enfin voilà, tout ça, ce sont des rituels sociaux qui sont du patrimoine immatériel. On en hérite et on les transmet à ses enfants parce que c'est intégré dans notre manière d'être et dans notre culture. Petit détour par la Fédération Wallonie-Bruxelles, corporation oblige. L'inventaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles compte aujourd'hui 62 éléments, majoritairement, comme vous le voyez, des événements festifs et des rituels sociaux, 50 sur 62, donc c'est très largement majoritaire. Comme vous le voyez sur la carte, c'est pas merveilleusement bien réparti sur le territoire, on a des zones blanches, pas parce que je ne veux pas reconnaître les éléments qui se trouvent là, mais parce que j'ai peu de candidatures. Donc je dois aller avec mon bâton de pèlerin, sonner à la porte et les gens pour dire « Vous n'auriez pas un petit patrimoine à faire reconnaître, s'il vous plaît ?» Je m'y attache tous les jours et c'est ma passion. Alors donc pour le moment, on a beaucoup d'éléments dans le Hainaut, dans le Namurois, un petit peu timides qui sortent du Luxembourg, mais voilà, il faut y travailler. Par contre, une information qui est beaucoup moins réjouissante, c'est qu'encore aujourd'hui, sur cet inventaire de 62 éléments, un tiers à peu près exclut les femmes de tout ou d'une partie de la pratique. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je dois travailler très régulièrement, aller frapper aux portes et demander « Mais pourquoi ? Pourquoi donc ?» Alors, quelle place pour les femmes dans le PCI? Là, je vous ai mis quelques images de pratiques qui sont ou qui n'étaient pas inclusives et qui évoluent un peu à la fois. Vous reconnaissez le doudou de Mons, donc, avec le combat d'Ilumson. Vous reconnaissez les échasseurs namurois, mais on a vu qu'il y avait du progrès. On a ici aussi une société visétoise de tir, les arbalétriers.
nos fameux Gilles dont on a largement parlé. On a aussi une société de tir à la perche qui vient de la région de Saintes, donc du Brabant wallon, et on a une porte-chapeau des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Depuis 2016, on n'inscrit plus sur l'inventaire aucun élément qui ne soit pas inclusif, donc aucun élément qui ne propose pas une présence égalitaire ou en tout cas une présence dans la fête des hommes et des femmes. Un rôle spécifique pour chacun. Depuis 2023, un nouveau décret impose la signature d'une charte éthique du patrimoine culturel immatériel pour veiller justement notamment à l'inclusivité des femmes, mais aussi pour veiller à toutes sortes d'autres consignes de sauvegarde pour le patrimoine immatériel, comme par exemple la diversité de genre, mais aussi la diversité ethnique, même si le mot est moche. C'est aussi une charte éthique dont on demande la signature aux pouvoirs locaux, pour être sûr aussi que le bourgmestre ait conscience que le droit au patrimoine culturel immatériel, c'est un droit fondamental, exactement comme l'accès à n'importe quel autre patrimoine. Et donc on ne peut pas décider tout d'un coup d'interdire une marche parce que ça coûte de plus en plus cher la sécurité des marches et que finalement ça n'entre plus dans les budgets communaux, des choses comme ça. Donc la charte éthique est assez large, elle s'inspire très largement de la charte éthique de l'UNESCO, ce n'est pas quelque chose que la fédération a pondu et a sorti de son chapeau comme ça, c'est vraiment quelque chose qui s'inspire de réflexions sur la sauvegarde du patrimoine au niveau international. Mais la Belgique est le seul, enfin en tout cas la Fédération Wallonie-Bruxelles est le seul à avoir inscrit ces éléments de charte éthique dans son texte de loi. Ça fait des émules parce que la France est venue nous demander comment on avait fait et si elle pouvait s'inspirer de chez nous, et la Flandre aussi a l'intention d'inclure cette charte éthique dans son texte de loi à refaire. Alors, comme l'a dit Clémence, l'évolution se fait lentement mais sûrement un peu partout, donc je vous mets des exemples, certains très réussis, d'autres un peu moins réussis. Notamment pour pouvoir accéder à l'inventaire, enfin à la liste de reconnaissance du patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO, certains patrimoines ont dû montrer patte blanche et montrer qu'effectivement ils étaient inclusifs. C'est le cas notamment de Mons, avec la Ducasse et son combat d'Ilumson, où en 2001 on a intégré 2 personnages féminins pour être dans les clous et pouvoir montrer patte blanche. Ces 2 personnages sont Cybèle et Polyade, qui représentent l'ancienne ville de Mons et la nouvelle ville de Mons, qui viennent soutenir l'action de Saint-Georges qui combat le dragon et qui passe les plats. C'est-à-dire qu'elle donne des armes. À un moment donné, Cybèle donne une lance, à un moment donné, Polyade donne un bouclier, mais c'est le seul rôle qu'elles ont dans la dramaturgie. Elles ont été intégrées pour pouvoir plus facilement passer les critères UNESCO, mais ce n'est pas une intégration totale des femmes dans la dramaturgie. Au départ, les Montois les ont même qualifiées de potiches. Aujourd'hui, elles ne sont plus qualifiées de potiches. Les 2 femmes qui interprètent Cybèle et Polyade sont très fières de le faire et sont très fières, elles ont raison d'ailleurs, d'être les seules femmes qui font partie de la dramaturgie, mais c'est un rôle qui est encore très à la marge. Et il y a de plus en plus de femmes montoises qui revendiquent le fait de pouvoir être homme-feuille, de pouvoir être homme blanc, de pouvoir être chinchin. C'est quelque chose qui va prendre énormément de temps, mais le débat vient des Montoises elles-mêmes, vient de la communauté elle-même, qui a envie que la question soit posée en tout cas et que le débat avance. Autre élément très réussi, également parce qu'il y avait une démarche sous-jacente d'inscription sur une liste UNESCO, ce sont les échasseurs namurois, qui au tournant des années 2000, quand ils ont commencé à rédiger leur dossier et à réfléchir très fortement à cette candidature UNESCO, se sont dit qu'effectivement la présence des femmes risquait de leur porter préjudice, l'absence des femmes. Donc depuis 2000, des joutes et des entraînements étaient organisés pour permettre aux femmes qui le souhaitaient de pouvoir elles aussi montrer cette habileté sportive, de pouvoir elles aussi mettre des luttes en place. Et ça a été brillamment réussi parce que pas mal de Namuroises ont eu envie de jouer le jeu. Et en 2022, après 600 ans de combats exclusivement masculins, des échasseuses sont montées sur échasse et ont donné une joute absolument magnifique. Les Namurois étaient emballés et depuis elles ont un succès phénoménal. Les candidatures continuent à affluer et elles ont autant de public que les hommes lorsqu'elles se produisent chaque année pour les fêtes de Wallonie. Intelligemment aussi, on leur a constitué, elles ont choisi un costume qui est féminin, qui est élégant, mais qui n'est pas une jupette, donc qui leur permet aussi d'être des sportives, de pouvoir lutter avec les échasses sans se prendre la jupe dans une échasse et courir à la catastrophe. Donc c'est garder le comportement féminin, la revendication de cette présence féminine, mais sans jouer le jeu des archétypes de genre. Autre exemple évidemment dont on a déjà parlé, donc je ne reviens pas dessus, l'exemple très inspirant de ce qui se fait à Binche et de ces revendications féminines qui portent leurs fruits à force de persévérance, d'imagination et de créativité.
Alors pourquoi est-ce que c'est important de montrer ces exemples-là? Eh bien, pour garantir la transmission du patrimoine, il faut que chacun puisse transmettre ce patrimoine, les hommes comme les femmes. On est tous responsables de la transmission de génération en génération de cette richesse patrimoniale. Pour rester en phase avec la société contemporaine, il est aussi très important que le patrimoine soit le reflet de l'évolution de la société. En Belgique, comme partout, je pense, il y a à peu près 51% de femmes et 49% d'hommes, comme partout sur la planète. Ce serait peut-être bien que dans le patrimoine, ça apparaisse comme ça aussi. Garder le caractère vivant des traditions et réinventer les savoir-faire, ça fait partie des gros enjeux de sauvegarde, et la présence des femmes peut aussi permettre que ces questions-là soient mises sur le tapis. Alors, j'ai dit tout à l'heure que les femmes n'étaient pas très présentes, on va se poser la question du pourquoi. Alors, comme l'a évoqué Clémence aussi, très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, en fait, le patrimoine est écrit par les hommes et pour des hommes. Les figures héroïques sont souvent décidées par les hommes. Le siècle des Lumières a été pour les femmes en fait un siècle d'obscurité, puisque beaucoup de pratiques artistiques, de pratiques culturelles qui étaient vécues par les femmes leur ont été progressivement confisquées à partir du XVIIIe siècle et plus encore au XIXe siècle. Les femmes ont été invisibilisées d'énormément d'activités culturelles, d'énormément d'activités artistiques, et dans le patrimoine, elles ont eu peu de mots à dire. Elles ont eu peu l'occasion de définir elles-mêmes ce qu'elles considéraient, elles, comme du patrimoine. Du coup, on a délégué cette tâche aux hommes, et aujourd'hui encore, les femmes revendiquent assez peu leur patrimoine, leur savoir-faire et leurs connaissances comme étant du patrimoine ou du patrimoine. Il faut qu'on change cette façon d'envisager nos connaissances et nos savoir-faire, qu'on ne les considère pas comme moins intéressantes, comme ne valant pas la peine d'être valorisées. Elles le sont. Donc j'ai peu d'introductions, moi, de dossiers qui ont été rédigés par des femmes, et je n'ai pratiquement pas d'introduction de dossiers qui évoquent des savoir-faire féminins. Parce que je crois que c'est un biais féminin. On ne met pas suffisamment en valeur les connaissances, les savoir-faire et les compétences que l'on possède. Là, je vous ai mis quelques exemples de savoir-faire et de compétences féminines, mais on en reparlera. Et pourtant, quel rôle les femmes jouent-elles dans la sauvegarde du patrimoine immatériel? On va tout de suite se débarrasser de celui qu'on nous colle tout le temps sur le dos, la transmission, parce qu'on a, par des biais de genre aussi souvent, le réflexe de penser que l'éducation et la transmission aux jeunes est souvent l'apanage des femmes. Nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants, c'est à nous de transmettre l'importance de ces traditions, l'importance de ce patrimoine et d'encourager nos enfants, petits garçons dans la plupart des cas que je vous ai cités tout à l'heure, à prendre le flambeau des hommes, de leur grand-père, de leur père, etc. C'est aussi notre rôle en tant que femmes aujourd'hui de montrer à nos petites filles et à nos petits garçons qu'un patrimoine partagé est un patrimoine plus riche, qu'un patrimoine non genré, sans scission, est un patrimoine plus riche. Plus on est nombreux à prendre ce patrimoine par la main et à prendre le flambeau, plus loin on l'emmènera dans les générations suivantes. Donc la transmission, c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est aussi une chance pour nous d'expliquer à nos enfants, garçons et filles, à quel point ce patrimoine est important pour leur futur. La question du choix, je vous en parlais tout à l'heure, notre rôle, c'est aussi de poser des choix qui permettent d'élargir cette notion de patrimoine, d'y incorporer des savoir-faire et des compétences féminines, pourquoi pas. Pour aussi que nous ayons ce sentiment de fierté et de continuité, comme dans la définition du patrimoine immatériel, et qu'on puisse le transmettre aux générations suivantes. Là, c'est un petit clin d'œil un peu rigolo, c'est un des derniers éléments que j'ai reçus de dossiers introduits par une femme qui est, à mon sens, un soft power féminin qui date d'il y a à peu près un siècle. C'est le goûter matrimonial d'Écossine, je ne sais pas si certains connaissent cette tradition. Le goûter matrimonial d'Écossine est parti un peu comme une blague de faire en sorte que les femmes, en 1903, qui n'avaient pas sous la main beaucoup de prétendants, se sont dit, nous allons nous-mêmes poser le choix d'inviter les garçons à venir à Écossine et nous allons nous-mêmes poser le choix de se dire qui sont les prétendants qui pourraient nous correspondre, nous convenir, et pas juste d'attendre que les prétendants frappent à nos portes en étant passives. Les femmes d'Écossine ont décidé de prendre leur destin en main quelque part et de se mettre sur le marché, mais en prenant l'initiative. Donc voilà, c'est du soft power et c'est un premier élément déposé par une femme pour des femmes. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'hyper inclusif, c'est une grande fête. Le couple ne s'envisage plus homme-femme uniquement, c'est vraiment quelque chose de très révélateur de notre société d'aujourd'hui. Alors, un des autres rôles
très important des femmes dans la sauvegarde du patrimoine, c'est de réhabiliter certaines figures féminines, certaines connaissances et savoir-faire féminins. Alors je vous donne l'exemple ici du sabbat des sorcières d'Elzel, parce que la figure de la sorcière est une figure extrêmement présente dans de très nombreux folklores en Wallonie, même partout à travers le monde. La figure de la sorcière, c'est un peu comme le bonhomme carnaval qu'on va brûler à la fin des festivités, qu'on considère comme le bouc émissaire de tous les malheurs qui sont arrivés pendant l'année, et qu'on va brûler à la fin de la soirée pour repartir à zéro d'une feuille blanche et avoir brûlé tous les maux de l'année. La sorcière joue souvent ce rôle-là, c'est celle qu'on accuse de tous les maux et dont on se débarrasse à la fin de la soirée, soit en brûlant son effigie, soit autrement. Le sabbat des sorcières, en plus, a la particularité d'être vraiment particulièrement moqueur et d'avoir un regard très caricatural sur ces femmes, puisque ce sont des hommes qui interprètent les rôles. Ce ne sont même pas les femmes qui interprètent les rôles des femmes, ce sont des hommes. Alors, le rôle de la femme, là, dans ce cadre-là, c'est de réhabiliter la figure de la sorcière et de ne pas la voir comme un personnage grotesque, mais de se poser la question de qui étaient les sorcières, en fait. Ces femmes-là étaient des femmes célibataires, des femmes vieilles, des femmes qui n'étaient plus sur le marché du mariage, qui étaient mises de côté, qui étaient ostracisées pour des raisons sociétales ou patriarcales, qui étaient accusées à l'époque de tous les maux, mais qui détenaient des savoir-faire, qui détenaient des compétences, qu'on allait voir quelquefois pour faire passer les mots féminins, la douleur des premières règles, la méconnaissance de ce qui se passait dans son corps lors de la première grossesse, etc. C'était aussi des femmes qui connaissaient les vertus des plantes, qu'on allait voir lorsqu'on avait besoin d'un remède de grand-mère, lorsque le bébé était malade, etc., et qu'on n'avait pas de médecin sous la main, on allait voir la dame du fond du bois. Ces femmes-là avaient des connaissances, des savoir-faire, qui ont été moqués, qui ont été transformés qui ont été diabolisés. Et aujourd'hui, notre rôle à nous de femmes au XXIe siècle, c'est peut-être d'aller chercher pourquoi ces femmes avaient ce rôle et de les réhabiliter vraiment. Alors, un autre rôle que nous avons, ce sont de faire en sorte qu'on reconnaisse les compétences artisanales spécifiques des femmes ou les compétences artisanales tout court. Alors, quand on va chercher dans la littérature artisanat féminin, artisanat de manière générale, on fait souvent une scission entre ce qui était l'artisanat des femmes et l'artisanat masculin. Alors j'ai plein de clichés, plein de belles séparations de genre. Le travail délicat, le travail qui pouvait se faire à la maison, qui pouvait se partager de mère en fille avec des métiers qu'on pratiquait chez soi. Tout ça, c'était du savoir-faire féminin, ça apportait un petit revenu d'appoint à la famille, mais pas le salaire principal. Les femmes, souvent, avaient des connaissances sur des matériaux légers, comme le textile, les matières végétales, les matières tinctoriales naturelles, les savoir-faire liés à la culinaire, évidemment aussi, tout ce qui entourait les connaissances du corps de la femme, pour les grossesses ou autres, étaient considérés comme des savoir-faire et des connaissances artisanales féminines, et tout ce qui était matériaux lourds, le travail du bois, du métal, du verre, beaucoup plus costaud, qui demandait des muscles, ça c'est des savoir-faire typiquement masculin, ça apporte un plus gros salaire, on travaille en atelier, on est reconnu par des corporations, donc ça a tout de suite une dimension beaucoup plus hiérarchisée et plus noble que la dimension de savoir-faire féminin qui était pratiquée plutôt dans une sphère plus intime. Les savoir-faire masculins ont été progressivement abandonnés par les hommes lorsqu'ils ont été industrialisés ou lorsqu'ils ont rapporté des salaires moins importants, parce que devenus plus à la chaîne, si on veut. Alors à ce moment-là, les hommes ont abandonné ce savoir-faire-là au profit des femmes et sont allés faire travailler leurs muscles ailleurs. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'énormément de savoir-faire artisanaux dits masculins à l'origine, toutes ces distinctions de genre sont absurdes. Hein. C'était juste une distinction de genré stricte, sans aucune base effectivement physique ou de compétences. On se rend compte aujourd'hui que beaucoup de ces savoir-faire artisanaux, s'ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait qu'au XIXe siècle, ils aient été moins rentables et qu'ils aient un peu été délaissés par les hommes, c'est parce que les femmes les ont investis, parce que les femmes ont repris ce savoir-faire, qu'ils les ont réinvestis, qu'ils les ont transmis de génération en génération. Donc il y a énormément de femmes aujourd'hui qui travaillent le bois, qui travaillent le verre, il y a des souffleuses de verre, il y a des maréchales ferrantes, il y a un tas de disciplines, entre guillemets, qui étaient considérées comme très masculines, qui aujourd'hui survivent et sont pratiquées par les femmes. Donc il faut aussi pouvoir reconnaître que certains artisanats n'existeraient pas si les femmes ne les avaient pas réinvestis. C'est le cas par exemple du métier de lisse, de haute lisse à Tournai. C'est de la tapisserie exactement comme au Moyen-Âge, avec des fils de chêne et de trame qu'on entremêle. Ce savoir-faire-là est aujourd'hui pratiqué uniquement par les femmes et de
et 2 ouvriers masculins. Dans l'atelier, en tout cas, que j'ai pu aller observer à Tournai, qui est le dernier atelier de tapisserie lisse verticale. Au départ, c'était un métier qui était au Moyen-Âge valorisé par des hommes. Et c'est lorsque le savoir-faire est devenu industriel que les femmes ont conservé la pratique, elles, artisanale, et que le reste s'est industrialisé. Pareil pour les enluminures à Maredret. Les enluminures étaient aussi dans l'imaginaire uniquement aux mains des hommes et des moines copistes. On se rend compte aujourd'hui que des recherches historiques prouvent qu'il y avait énormément de femmes copistes, et que ce savoir-faire-là, lorsque l'imprimerie est passée par là et que ce savoir-faire a été délaissé par les hommes au profit d'autre chose, les femmes ont continué à pratiquer l'enluminure. Et aujourd'hui, à Maredret, le savoir-faire de l'enluminure continue à être transmis lors d'ateliers, lors de découvertes, et ces femmes continuent vraiment à travailler exactement comme au Moyen-Âge, à travailler leurs pigments, à réaliser les peintures comme à l'origine. Ça va faire de la dentelle à Binche et à Enghien, je ne vous le présente pas. Vous devinez derrière qu'il y a des sgraffites. Vous voyez ce que c'est le sgraffite? Donc ce sont les réalisations qu'on trouve sur beaucoup de façades Art Nouveau et Art Déco, mais il y a encore une vraie création aujourd'hui en sgraffite qui se fait. C'est une pratique artistique qui se fait à la truelle et au pinceau, puisque c'est de la chaux qui est enrichie de pigments et qu'on termine au pinceau pour mettre la couleur une fois qu'on a défini les motifs à la truelle. C'est quelque chose au départ qu'on mettait dans les mains des hommes et qui aujourd'hui est vraiment surinvesti par les femmes. Il y a beaucoup plus de sgraffiteuses féminines que masculines. Et donc on peut travailler à la truelle et faire des réalisations très intéressantes également. Autre élément intéressant dans les mains des femmes, c'est la sauvegarde du PCI par la diversification et la créativité. Là, on a un exemple vraiment très inspirant, je trouve, à Moulbet, où c'est une jeune femme de 23 ans, Laura Knopp, qui s'est formée auprès de son grand-père meunier et qui vient de reprendre le moulin. Donc, elle est meunière, elle connaît ce savoir-faire-là, elle sait maîtriser, sentir le vent pour savoir exactement quel jour il faut faire tourner le moulin pour avoir une belle farine magnifique. Elle sait aussi gérer les écarts de température pour que les meules de pierre ne surchauffent pas et n'abîment pas la farine. Enfin, c'est vraiment tout un savoir-faire qui a été appris pendant de très longues années avec son grand-père. Et pour diversifier l'activité, elle est très maligne, elle s'est associée à sa sœur qui est boulangère pour pouvoir directement utiliser la farine qui est produite dans le moulin, et elle s'est associée avec sa maman pour sortir des livres de recettes également, où on permet de valoriser aussi la farine qui est fabriquée dans le moulin. Cette diversification-là, son grand-père ne le faisait pas, et elle a donc redonné un regain d'activité et un regain d'intérêt à son moulin, d'abord parce qu'elle est une femme et que ça a attiré évidemment les curieux, mais aussi parce qu'elle est créative, elle est inventive, et elle permet de trouver des débouchés elle-même à son activité. Autre exemple aussi, ce sont les pratiques sportives, qui au départ étaient réservées aux hommes et qui sont réinvesties par les femmes, pour montrer aussi que les femmes sont parfaitement capables d'être des championnes aussi sportives que les hommes, notamment en balle-pelote, où il y a de plus en plus de clubs de filles qui permettent à ce sport, qui est tout doucement un fossile vivant en train de péricliter, d'avoir un regain d'intérêt. Plus on est nombreux à pratiquer la balle-pelote, nombreux et nombreuses, plus ce sport a de l'avenir. Et on a aussi l'exemple des joutes, on a vu les joutes sur échasse maintenant, on a les joutes nautiques à Namur, à Lobe et à Thuin. Ce sont les 3 derniers villages qui pratiquent, enfin entités qui pratiquent encore les joutes nautiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. 2 bateaux qui se croisent, et puis c'est physique hein, quand même. Alors on a dû adapter le costume aussi, puisqu'avec la perche on tape sur le buste, évidemment il fallait protéger la poitrine des filles, donc tout ça a été très très bien pensé, l'équipement est particulier, et ça marche très très bien. À Namur, elles ont un succès fou, on vient les voir d'abord pour la performance sportive, et en plus ça redonne un regain d'intérêt aussi au sport des garçons, qui commençait aussi tout doucement à péricliter, puisque c'est quand même une pratique sportive de niche, puisque les femmes le font et qu'elles ont du public, et qu'on voit que techniquement elles sont aussi bonnes que les hommes, et bien les hommes réinvestissent ce sport pour montrer que finalement il y a une espèce de compétition de genre, mais là c'est positif. À Thuin et à Lobe, par contre, la pratique est encore exclusivement masculine et ils sont en train de réfléchir à féminiser, à commencer à former les filles parce qu'ils se rendent compte vraiment que ça permet de ressusciter des vocations et de remplir de nouveau les carnets d'inscription des jeunes dans les clubs. Alors les femmes aussi, on l'a vu un peu quand tu as évoqué le carnaval de Binche, les femmes sont là en sous-main aussi. Elles sont là aussi pour apporter leurs compétences qui sont quelquefois moins visibles et moins exposées, mais en étant tout à fait indispensables à d'autres éléments de patrimoine immatériel comme les couturières. On en a parlé pour le carnaval, mais aussi dans les marches, dans énormément de traditions
où des costumes particuliers doivent être posés. C'est évidemment les femmes qui sont à la manœuvre, et il y a beaucoup de pertes de savoir-faire aujourd'hui, d'ateliers de couture qui ferment, et c'est un véritable problème, notamment pour les marches de Montresson-Brémeuse, de trouver des ateliers de couture qui puissent soit restaurer les costumes, soit créer de nouveaux décors. Et les musiciennes, évidemment, qui sont présentes absolument partout et qui sont indispensables. Les femmes sont là aussi pour renouveler les pratiques. Pourquoi pas? Puisqu'on a dit tout à l'heure que les femmes devaient pouvoir poser le choix du patrimoine, poser aussi le choix de pouvoir définir leurs pratiques, leurs connaissances, leur savoir-faire comme du patrimoine à part entière, pourquoi ne pas aller creuser du côté des rituels et des pratiques spécifiquement féminins pour les mettre en avant? Alors là, je vous ai donné un exemple ultra contemporain qui nous revient des États-Unis comme un boomerang, mais qui est en fait, comme avec la Saint-Nicolas ou le Père Noël et Saint-Nicolas, en fait c'est le même, il est parti là-bas puis il est revenu. Oui, vous savez ça? Saint-Nicolas, en néerlandais ou en allemand, se dit Sint Niklaus, Santa Claus. Donc en fait, Saint-Nicolas est parti aux États-Unis avec les colons, si on veut, les colons hollandais, belges, qui sont partis s'installer aux États-Unis. Dans le calendrier, pour plaire à tous, on a déplacé Saint-Nicolas vers la fin de l'année pour que ça corresponde aux fêtes de Noël, mais en fait, quand c'est revenu chez nous en Europe, les petits Belges ont la chance d'avoir Saint-Nicolas 2 fois. Une fois le 6 décembre et une fois à Noël. Santa Claus vient 2 fois. Les baby showers, c'est exactement la même chose. On a tous, dans toutes les cultures du monde, des traditions qui sont liées à l'accompagnement de la maman, de la jeune maman, pour, voilà, dans les derniers instants, pouvoir la couvrir de cadeaux, la choyer, en tout cas, pour annoncer ce bel événement, de ne pas la laisser seule. Aux États-Unis, on a transformé ça en une foire commerciale qui revient vers nous sous forme de baby shower, mais c'est vraiment quelque chose de très archétypal, de très ancien, cet accompagnement de la jeune maman. Pourquoi ne pas considérer ça comme un rituel social, une pratique féminine qui peut être considérée comme du patrimoine? On a d'autres traditions de patrimoine spécifiquement féminin qui sont liées au rituel du mariage, ici par exemple au Maroc, avec la tradition d'orner les mains et les pieds des jeunes mariés avec toute une cérémonie du henné qui est encore très pratiquée aujourd'hui au Maroc et qui est aussi très pratiquée par les Belges, les Belges d'origine marocaine sur notre territoire. Pourquoi pas aussi considérer que c'est une tradition de femme, que c'est du patrimoine à part entière? Évidemment, c'est une tradition qui fait les beaux jours des savoir-faire typiquement féminins et il n'y a pas de raison que ce soit pas aussi important que n'importe quelle autre tradition. Je voulais terminer en mettant en évidence le fait que, évidemment, le patrimoine, ce n'est pas une question de scission entre ce que les femmes font, ce que les hommes font. On ne peut porter plus loin le patrimoine que si on le fait ensemble. Et là, je vous mets un magnifique exemple de cette collaboration homme-femme et de cette glorification des compétences des unes et des autres, avec la reine et les rois des arbalétriers de Grès-d'Oisseau. Il y a 3 distances de tir particulières lors des séances de tir. Et en fonction de la capacité et de la précision de son tir, on est nommé roi ou reine. Et l'année passée, une reine a été nommée, puisque c'est elle qui a tiré le plus précisément dans la distance intermédiaire. Voilà, elle est toute contente, elle est très bien encadrée. Et ça montre bien que le patrimoine, ce sont des compétences de chacun et de chacune. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je laisse la parole à Margot. Voilà, bonjour à toutes et tous. Merci déjà pour les 2 premières interventions. C'est pas la première fois que je vous entends, mais c'est toujours hyper riche et ça fait écho évidemment à pas mal de choses que j'ai vécues. Alors moi ici je vais avoir un focus peut-être plus étroit sur 2 projets spécifiques. Peut-être aussi une approche plus militante de terrain, vous allez le comprendre, et une petite expertise de 2 pratiques assez différentes. J'ai proposé ici, quand on m'a invité pour cette rencontre, de parler de 2 projets qui pour moi sont très différents dans leur construction, dans leur manière d'être vécue et de vivre dans l'espace public. Qui sont difficilement comparables, mais qui viennent quand même se nourrir de choses et d'autres. Et donc je trouvais intéressant, un peu d'égocentrisme. Je voulais vous présenter mes 2 casquettes, enfin mes 2 costumes peut-être. Et donc ces 2 photos de moi, j'ai commencé par là.
Donc je vous présente Pamela, donc c'est moi en sorcière du Pays Noir. Et alors c'était important, et ça je vais l'expliquer, une photo de moi plus jeune lorsque j'ai eu l'occasion de marcher dans les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse à Gerpine, donc à la Sainte-Rolande spécifiquement. Bon, elle a évidemment toute une histoire cette photo, c'est pour ça que je vous la partageais, mais on peut avancer, on n'est pas obligé de rester sur ma tête. Alors, les sorcières du Pays Noir. Alors, les sorcières du Pays Noir, c'est un groupe folklorique qui sort le Mardi Gras à Charleroi, donc au carnaval de Charleroi. C'est un groupe qui se revendique féministe, composé d'hommes et de femmes. Alors, pour vous expliquer un peu le projet, c'est intéressant que je revienne un peu sur la genèse de sa création. Et pour ça, je dois reprendre ma casquette d'animatrice d'un mouvement d'éducation populaire qui s'appelle PAC Charleroi. Et on travaille des questions de société avec plein de groupes d'adultes, dont la question des inégalités femmes-hommes, la question de l'espace public, etc. Et dans le cadre de nos réflexions, et parce qu'elle était de plus en plus présente dans les mouvements sociaux et dans les milieux féministes, on a décidé de questionner la figure de la sorcière guérisseuse, la sorcière sage-femme, la sorcière militante, la sorcière qui sort des normes, la dame âgée, voilà, finalement toutes celles qui ont un jour été malheureusement traquées et chassées, et donc vraiment sortir de stéréotypes qu'on avait de la sorcière aujourd'hui. Et donc à partir de conférences plutôt historiques, à partir de rencontres avec des groupes militants d'ici et d'ailleurs, à partir de recherches aussi sur l'histoire des sorcières à Charleroi, on a donc après tout ça, une année de réflexion, il y a un groupe de citoyens et citoyennes qui s'est formé avec deux objectifs: réhabiliter la figure de la sorcière, lui rendre hommage, on utiliserait ce mot aujourd'hui, de revenir aussi, de réécrire l'histoire aussi d'un point de vue différent que ce qu'il a été écrit pendant des siècles, et d'occuper l'espace public. Ça, c'était une revendication du groupe. Et il se fait que, cohérence temporelle, à ce moment-là, l'Éden, qui est le centre culturel régional de Charleroi, relance, à côté du carnaval, qui était essentiellement composé de Gilles, donc il y a un peu moins de 10 ans à Charleroi, une partie beaucoup plus participative et citoyenne, qui est la grande parade, et donc qui vient, il faut le dire, faire revivre un peu le carnaval de Charleroi, qui avait quand même perdu pas mal de plumes et beaucoup moins de visiteurs, etc. Et donc on a l'opportunité en fait de pouvoir créer quelque chose. Et là, ce qui est intéressant par rapport à ce que j'ai pu vivre dans les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, en fait là on nous ouvre grand les portes. On vient directement à 30 femmes, donc il y a quelques hommes, mais du coup on peut et on écrit le folklore. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que c'est la première fois, en tout cas moi je vis, et je pense qu'on est peu nombreux à pouvoir le vivre, c'est de démarrer un folklore en fait. Ben oui, le folklore en fait il a un début et il a parfois une fin. Et ici avec l'Éden qui recrée complètement en fait un folklore autour du corbeau, je ne sais pas si vous avez entendu, donc on brûle aujourd'hui un corbeau. Aujourd'hui, les sorcières sont d'ailleurs les amis du corbeau. On vient un peu le défendre en fait parce qu'il y a tout un procès. Mais tout ça en fait est nouveau. Alors on sait, demain, moi j'ai un petit garçon de 5 ans, je sais que lui, pour lui ça a toujours vécu le brûlage du corbeau, et j'imagine que dans 20 ans, pour lui ce sera un truc qui existe depuis des siècles peut-être. Mais donc c'est intéressant quand même de se rendre compte de cette chance et de voir à quel point en fait on peut influer, on peut écrire nos récits et on peut les modifier aussi. Alors donc ça c'est les sorcières. Alors les sorcières, je vous disais que c'est nous on a une dimension quand même assez politique, on se dit féministe. Donc on a donc tout autour cette cape qui représente le groupe, le clan, la sororité, la solidarité. Donc là on est à la fin au brûlage du corbeau, donc on se jette à terre parce qu'on ne veut pas qu'on brûle ce fameux corbeau. Donc ça c'est l'unité. Mais alors, de manière individuelle, à l'intérieur de nos capes, on a toute une revendication par rapport à des inégalités vécues dans la société. Ici, par exemple, donc Émilie a travaillé sur la question des trade wives, qui sont ces influenceuses essentiellement présentes aux États-Unis, donc qui aimeraient que toutes les femmes reviennent à la maison, et parce que c'est génial d'être à la maison, de garder les enfants, etc. Elles oublient de dire qu'elles gagnent de l'argent par leurs vidéos. Et donc voilà, elle a questionné ça à partir de Barbie, etc. Donc voilà, alors
par rapport aussi au fait de sortir des codes, ça c'est vraiment quelque chose qu'on s'autorise évidemment, on le voit moins, mais donc elle s'est collée toute une série de poils. Voilà, on s'autorise à l'intérieur de nos capes, en tout cas, chacune vraiment le message qu'on veut, on se met aucune limite. Donc ça, c'est pour les sorcières. Ce qui est intéressant avec ce groupe, au-delà évidemment de réhabiliter cette figure de la sorcière qui nous semble en tout cas un fait historique horrible, évidemment, c'est d'emprunter, en tout cas de se donner pour code et se donner pour cohérence interne, justement de ne pas reproduire d'autres faits de domination, de violence, et en tout cas de rester inclusif. Enfin, je m'explique, je suis en train de me perdre. Alors je vais d'abord revenir là-dessus. Alors qu'est-ce qui a permis finalement à ce groupe de pouvoir se lancer comme ça sans qu'aucune barrière ne nous soit imposée? Bon, on parle à Charleroi d'un néo-folklore, bon, c'est la presse qui s'est emparée de ce terme, mais finalement je trouve qu'il est pas mal. C'est un tout nouveau folklore qui se veut directement en fait progressiste, inclusif, et donc qui pousse les groupes, et ça c'est drôle, à justement aller au-delà de normes, aller au-delà des codes, peut-être plus en fait que ce que les citoyens voudraient. Donc ils sont, en tout cas les animateurs et animatrices de l'Éden poussent vraiment les gens à revenir à la base du carnaval. Donc nous évidemment on a été motivés par cette demande qui était faite de l'Éden de sortir des codes. Le soutien du secteur socioculturel, un secteur socioculturel fort à Charleroi qui fait que, qui en tout cas soutient la ville dans sa vie quotidienne depuis de nombreuses années face à déclin de l'industrie, etc. Donc ça c'est important, c'est quand même des choses à mentionner. Un folklore déjà ouvert aux femmes, parce que on a montré, donc à Charleroi, en fait, ça fait très longtemps qu'il y a des femmes Gilles, alors pas dans toutes les compagnies. C'est un peu une non-question d'ailleurs. Il y a énormément de femmes à la Madeleine. C'est un peu une non-question. Donc c'est intéressant de voir pourquoi dans certaines régions, il y aura des analyses sans doute, peut-être sociologiques à faire. Ce serait intéressant. Je ne vais pas me lancer dans des analyses, mais voilà, il y aurait des choses à mon avis à identifier là-dessus. Et puis une question de société d'actualité, c'est clair que la question égalité femmes-hommes, la question genre, très présente pour l'instant dans nos sociétés et pas toujours malheureusement dans le bon sens, mais du coup tout le monde avait envie de voir aussi cette question dans ce nouveau folklore, et donc on était soutenus pour ça. Alors par rapport, et je ferai lien après avec mon autre groupe pour lequel je suis aussi présente dans le cadre des marches. La force du groupe, je pense vraiment, c'est alors, quand je dis le féminisme, c'est parce que nous, on se veut soutenir un féminisme qu'on appelle intersectionnel, et donc qui, a priori, il n'y a pas de hiérarchie entre nous. On essaie d'être un maximum, penser entre nous à pas reproduire en fait des systèmes de domination, et donc faire attention peut-être aux personnes plus précarisées, aux personnes qui pourraient être en situation de handicap, aux personnes qui ne se sentiraient pas légitimes d'être dans un carnaval parce qu'elles n'ont pas l'impression que c'est leur folklore, etc. Donc on a une vraie recherche en tout cas de ne pas reproduire des choses qu'on a vécues ailleurs. Donc ça, je pense que c'est une force. Je pourrais dire que c'est parfois, cette force fait que c'est parfois une faiblesse, puisqu'on se pose beaucoup de questions et c'est compliqué de rester cohérent de notre projet. Et puis du coup on se donne pour objectif principal on met en avant d'abord le message, et donc tout au long du carnaval, tout au long de la parade, on distribue des petits mots qui sont des petits mots, des injonctions, justement des contre-injonctions féministes aux gens. Donc ça pour nous c'est vraiment important, garder le lien avec la population Carolo. Et parfois ça se fait au détriment peut-être de l'esthétique, où parfois on aurait tendance à vouloir que tout le monde porte la même cape, que tout le monde ait finalement les mêmes vêtements en dessous, etc. Mais on sait que derrière ça, en fait, ça veut dire que certaines personnes ne vont pas pouvoir payer une partie du costume, que certaines personnes ont peut-être moins de temps, je ne sais pas, il y a plein de raisons qui font que, voilà, potentiellement on ne pourra pas être toutes de la même manière, et l'esthétique ne doit pas primer sur le reste. Ça c'est quelque chose, c'est intéressant, que c'est quelque chose qui fait quand même beaucoup de débat dans notre groupe. Et alors il y a la question de la hiérarchie. Ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que, de nouveau, dans l'expérience que je vais aborder ensuite, on est dans des organisations quand même très hiérarchiques.
Et si nous, justement, on ne veut pas reproduire ça, mais du coup, ça veut dire que tout le monde, à un moment, prend la responsabilité, le temps d'organiser les choses. Et ça, en fait, on se rend compte au fur et à mesure des années que c'est quand même toujours les mêmes et que c'est compliqué de s'appliquer ça à soi-même. Mais donc, du coup, on fatigue certaines personnes, on en perd comme ça. Et donc, voilà, ça fait partie des choses. Mais, enfin, c'est comme toute organisation de projet, hein, évidemment. Mais voilà, ça fait partie quand même de nos forces et de nos faiblesses. Donc, c'est la 7e année qu'on est sorti ici, la 6e année. Au carnaval de Charleroi. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se permet de faire évoluer notre récit année après année. Donc au départ, par exemple, le lien avec le corbeau, on ne l'a pas fait tout de suite. Et en fonction d'arrivée de nouvelles personnes, on réinterroge un peu notre histoire et on réinterroge du coup notre futur. Et donc c'est vraiment un récit qui est en perpétuelle modification. Et voilà, on est quand même un groupe assez au fait avec justement ce problème de devoir figer, de devoir codifier le folklore. Et donc on essaye de ne pas faire le même. Mais en même temps de garder quand même quelque chose qui fait que année après année, on s'y retrouve et on crée quand même une histoire commune qui est partagée par toutes et tous. On a quand même 2 hommes plus ou moins chaque année, ça change. Voilà pour les sorcières du Pays Noir, qui est une expérience particulière, dans un contexte particulier. Ensuite, ma deuxième expérience, alors qui est plus violente en fait. J'utilise le mot parce que ça l'est, et je pense qu'ici vous êtes peut-être quelques-unes en avoir fait les frais. Alors Femmes en Marche, c'est un collectif de citoyennes essentiellement, qui milite pour la place des femmes dans les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, mais spécifiquement en fait sur la Sainte-Rolande, qui est une procession folklorique, une marche folklorique qui est située à Gerpine, qui se déroule le lundi de Pentecôte et le dimanche de Pentecôte. Alors il y a plein d'autres moments évidemment, mais c'est vraiment les 2 gros jours, c'est le dimanche et le lundi. Il y a encore des réjouissances le mardi. C'est une marche qui est sur tout le territoire de Gerpine, donc sur 10 compagnies différentes, qui réunit presque 3000 marcheurs et qui, à ce stade, réunit par contre, alors on ne les a pas comptés, je me suis dit en préparant, j'ai dit tiens, ce serait intéressant de faire un cadastre du nombre de femmes exactement. Donc sachez que dans ces 10 compagnies, il y a encore 2 ans, 3 des compagnies n'acceptaient vraiment aucune femme, et dans les 7 autres compagnies, toute la place des femmes était conditionnée. Alors conditionnée à un nombre très restreint d'abord, mais surtout conditionné à un âge. Donc il y a des compagnies qui n'autorisent plus les jeunes filles à marcher après 12 ans, d'autres c'est 16 ans, parfois un statut marital, donc des compagnies qui n'autorisent plus les femmes à marcher une fois qu'elles sont mariées, et puis parfois des conditions financières. Oui, c'est ça. Parfois des conditions financières, je pense par exemple à Gerpine Flash, où là c'est des places de cantinières, donc pour servir des gouttes pendant la procession, qui se font aux enchères, et là on est parfois sur plusieurs milliers d'euros, et donc c'est les familles qui doivent se mettre entre elles derrière pour pouvoir payer les marches, pour pouvoir payer les places. Alors on peut récupérer une partie en vendant des gouttes, mais en fait on sait que on est déjà allé, je pense qu'on a dépassé les 5-6 000 euros il y a 2 ans. Enfin voilà, c'est quand même jamais de la vie, ça a été fait pour des soldats ou pour des hommes. Donc ça c'est, donc nous on se crée en 7 ans, il y a 7 ans pardon, une dizaine en fait de femmes qui ont vécu l'injustice en fait de devoir soit de s'arrêter de marcher ou soit de ne devoir jamais marcher, mais de continuer à voir ses frères, ses cousins évidemment, à continuer à introduire les rangs, de voir aussi des personnes qui viennent des autres communes pouvoir rentrer et marcher sans que ça pose aucun problème. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui nous est reproché, de ne pas toujours venir du village même, mais ça n'est jamais reproché aux hommes. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Et donc voilà, on vivait notre folklore avec de plus en plus d'amertume, et ça devenait très compliqué en fait d'en profiter comme on avait pu le faire à un moment nos premières années. Et donc on a décidé de se réunir et de monter un collectif. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une petite noire. Ah zut, il y avait une photo qui a disparu. C'était une photo de notre action. Sabotage. Et
alors justement, à l'inverse sans doute des sorcières du Pays Noir, j'ai eu du mal un peu au départ à assumer ce mot stratégie, mais en fait on a dû mettre vraiment sincèrement, on a d'abord essayé en fait d'avoir des premières discussions juste entre humains en fait pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. En fait très vite on a eu énormément de personnes qui étaient absolument contre notre proposition. Enfin, on nous sortait tous les contre-arguments possibles et inimaginables. Les femmes ne savent pas marcher, les femmes ne savent pas boire, les femmes vont créer des problèmes dans les rangs, elles ne vont pas tenir les kilomètres. Enfin, on les a eu tous. Les femmes n'ont jamais fait la guerre. Alors, je rappelle qu'on ne fait pas la guerre, on est dans une procession folklorique. Enfin, on en a eu, mais dans tous les sens. Et donc on a bien compris que ça ne se ferait pas comme ça, et donc on a dû vraiment s'organiser et réfléchir à une stratégie pour pouvoir d'abord se trouver des alliés et alliées. Donc il y a pas mal évidemment d'hommes qui nous soutiennent, et de plus en plus, vraiment ça change au fur et à mesure des ans. On a dû développer notre argumentaire et notre contre-argumentaire, parce que voilà, parfois il faut pouvoir faire face, et il faut pouvoir être à l'aise avec ce qu'on raconte, et donc c'est aussi revenir sur l'histoire de la Sainte-Rolande, revenir sur un aspect historique, là où en fait souvent les arguments qui nous sont imposés en fait ne matchent absolument pas avec l'histoire de notre tradition. Donc c'était aussi nous un peu, j'avoue, se sentir un peu légitime dans ce qu'on racontait. Et puis il a fallu faire vivre la question dans les lieux publics, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est la création d'une page, c'est la création de vidéos pour expliquer ce qu'on veut, parce que très vite on fait une conférence qui était très mal prise, une conférence où on avait récolté en fait justement des arguments qui étaient élevés contre la place des femmes dans les marches, et on a fait peut-être une conférence que certains ont trouvé à charge. Nous, une conférence qui allait dans le sens d'une déconstruction d'un argumentaire sexiste sur les marches, et à partir de là on s'est fait canarder. Donc on a reçu des messages évidemment pas très sympathiques. On est face à des commentaires de gens qu'on connaît. Parfois c'est ça qui est dur, parce qu'en fait c'est d'abord en fait nos tripes, c'est d'abord nos familles, c'est d'abord nos amis, et puis notre conviction, et puis voilà, on est face à quand même des propos très, très virulents. Et là je parle pas non plus de ce qui s'est passé ici à Binche, à la Louvière dernièrement, avec la confrérie des connasses, parce que là pour moi ça dépasse tout entendement, mais on est quand même là-dedans. Et puis on a organisé des activités pour se rencontrer, pour aussi voir qu'on n'était pas seuls. Et en fait très vite évidemment on s'est bien rendu compte qu'il y avait plein de femmes qui aussi en fait avaient eu envie de marcher, soit qui ne s'étaient jamais dit en fait avant, qui ne s'étaient jamais autorisées à penser que c'était possible aussi. Et puis on a eu aussi évidemment des gens qui sont venus nous rencontrer pour nous dire qu'ils n'étaient pas d'accord, et ils ont bien le droit. On a ouvert à la discussion. Et tout ça a pris des années. Donc on a commencé en 2018 en fait. On était un peu coupés pendant le Covid. Et puis on est allé à la rencontre des comités organisateurs. Donc ce n'est pas, il y a un pilotage au niveau de la commune de Gerpine, mais chaque compagnie est souveraine, et donc chaque compagnie a sa charte, et donc il y a des chartes vraiment, il y a des articles, interdiction de femmes de marcher, etc. Et donc on est allé nous d'abord, on s'est donné comme pour mission d'aller à la rencontre des 3 comités qui n'acceptaient aucune femme. On a eu du coup des discussions très variées, avec des échanges très cordiaux, très constructifs, et puis des échanges où on s'est fait mettre dehors en disant reprenez votre balai, mais vraiment ça a été dit, hein, reprenez votre balai et dégagez sorcière, c'était un peu ça. Et puis nous évidemment là, on ne voulait pas y arriver tout de suite, mais on est allé rencontrer les élus et les élues, parce qu'on trouvait qu'il y a un moment il était temps qu'ils se positionnent, dès le moment où en fait alors leur stratégie, c'est pour ça que moi aujourd'hui j'ose parler de stratégie, parce que je pense que dans l'autre sens il y avait une vraie stratégie. On ne répondait pas à nos mails, on nous mettait toujours des rendez-vous 3-4 mois plus tard, on attendait toujours, il y avait toujours bien un truc qui n'allait pas, et donc on nous faisait languir tout le temps, et donc à un moment nous on est passé plus haut, on était voir les élus. Bon voilà, on était période préélectorale, donc même s'ils nous soutenaient comme ça, voilà, personne ne s'est vraiment mouillé sur ces questions. Mais voilà, donc
qu'on s'est vraiment dit là-dedans, et ce qui, moi, a été dur pour moi, parce que je suis quelqu'un d'engagé, féministe sur le terrain, je suis plutôt dans l'action. Et là, il a vraiment fallu qu'on fasse avec les susceptibilités de chacun, parce qu'on savait que si on braquait trop, si on venait avec des demandes trop larges, mais c'était impossible, quoi. On sait que la discussion n'aurait pas été... n'aurait même pas pu se faire. Et donc, on a vraiment été étape par étape. Et dans le groupe nous-mêmes, on n'est d'ailleurs pas toutes d'accord. Certains veulent absolument garder tous les aspects féminins, d'autres voudraient aller plus loin. Donc il y a des marches comme à Sarreustache, je ne sais pas si vous connaissez, où aujourd'hui les femmes peuvent prendre totalement les costumes dits d'hommes. Et donc il n'y a plus de distinction de genre, sauf pour la cantinière. Voilà, nous là-dedans, à Saint-Roland, on n'en est encore absolument pas là, et je ne sais pas si on y arrivera un jour, et je ne sais même pas si c'est notre objectif, mais donc nous on s'est vraiment dit, par exemple, on fait une proposition de pouvoir garder des attributs féminins, mais de pouvoir un vrai peloton. Ce que j'ai pas dit, et ce qui est intéressant dans notre démarche, parce que des femmes, il y en a dans les compagnies, mais pour l'instant, elles ont un rôle de soin aux autres. Elles portent le chapeau, elles servent les gouttes, elles gardent les enfants, parfois elles font manger les enfants, etc. Parfois elles vendent des sandwichs, etc. Et ça, nous, c'était notre revendication première. C'était, on veut pouvoir marcher sans devoir... En fait, on veut juste prendre soin de nous et prendre soin de notre folklore, mais on ne veut pas prendre soin des autres pendant ces 2 ou 3 jours de manifestation. Et, année après année, un premier groupe, c'est donc un des 3 comités qu'on a contactés. Il y a un des comités qui en fait était en réflexion, et je pense qu'ils attendaient un peu l'étincelle pour se lancer. Et donc Gouni a répondu hyper présent à la proposition. Et donc on a monté avec eux, on a réfléchi à la meilleure manière de faire pour monter un groupe de femmes donc, qui s'appelle Les Volontaires. Donc on est très contents parce qu'on porte un sabre. Ça fait aussi pas mal jaser, mais c'est important, voilà, peut-être pas. Alors je n'ai évidemment rien contre le panier, etc. Mais voilà, nous ça nous portait dans la procession armée, ça nous donnait une place de choix. En plus, on est juste devant la batterie, qui est aussi une bonne place, donc on ne nous a pas relégués à l'arrière. Vraiment, on était entendus du début à la fin dans nos réflexions, et inversement, je pense qu'il y a vraiment eu un dialogue constructif. Donc ça s'est très bien passé. Ça a jasé, mais finalement, on fait une première sortie en 2024, où on est une cinquantaine avec les plus jeunes, je pense. Et en fait on a vraiment été applaudis du début à la fin. On a fait une rentrée incroyable. Enfin, c'était sans doute un des plus beaux moments de ma vie, je n'ai pas peur de le dire, après autant d'années, et qui a ouvert, et ça c'est intéressant parce que parfois il faut du coup des gens qui osent, et tout ça. Moi je remercie le comité de Gouni, parce que depuis, là où les autres comités vraiment étaient réticents, eh ben ça bouge. L'année prochaine, enfin cette année-ci, on aura un nouveau groupe aussi une cinquantaine de femmes à Imier. On a des places à Gerpine, donc Gerpine c'est un peu la capitale de la Sainte-Rolande, où là ils avaient dit, il y avait même un adage qui disait que si Gerpine acceptait les femmes, la Sainte-Rolande devait retourner à Villers, elle ne pouvait plus rester dans l'église de Gerpine. Donc on conditionnait la présence de la chasse dans l'église de Gerpine. Et cette année, il va y avoir alors des places de porte-chapeau, des places de vivandières, non pas de vivandières, je ne sais plus. Des places, on va dire, avec des rôles, mais c'est une étape incroyable. Enfin, je sais bien que si on prend du recul, ça paraît complètement absurde, mais pour nous, c'est vraiment une étape incroyable. Voilà, donc j'ai déjà un peu parlé de la suite. Alors, ce que je voulais juste dire, c'est que, par exemple, Gouni, ici, après une première expérience qui, pour moi, est tout à fait réussie, je pense qu'il y a des villageoises, des villageois qui au départ n'ont pas vraiment cru en le groupe, ou en tout cas n'y trouvaient pas leur place, qui aujourd'hui ont envie d'y participer. Donc on a reçu des dizaines de candidatures. Malheureusement, le groupe n'est pas extensible à souhait pour des questions de cohérence dans l'ordre des groupes. C'est pas juste qu'ils ne veulent pas forcément beaucoup plus de femmes, mais c'est une question de taille aussi de la compagnie. Enfin, il y a plein de choses qui conditionnent.
Et donc on nous réouvre des places où on va pouvoir réaccueillir une dizaine de nouvelles femmes, mais on sent bien qu'il y a beaucoup plus de demandes, et donc on a décidé en interne, pour celles qui le veulent, on n'impose pas de faire des tournantes, le temps que chacune puisse trouver sa place, et donc de permettre une année sur deux en fait de marcher, alors avec le cœur gros, mais au moins de ne pas reproduire malheureusement des systèmes de privilèges qui font que une fois qu'on a sa place, on ne la lâche plus. Donc évidemment, j'aimerais pouvoir ne pas y arriver, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on le fera, et on est assez fiers de proposer autre chose, en tout cas pour ne pas nous réitérer en fait cette forme qui est une forme de violence. Je n'ai pas vraiment peur de le dire, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup qui en ont le cœur serré. Voilà, et donc la suite, je pense que ça bouge pas mal. Nous, on est en train de prendre des réseaux, on a des contacts avec pas mal de groupes de femmes. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'association des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, parce qu'au final, j'ai l'impression que ça bouge au-dessus. Et donc, les lignes sont vachement en train de bouger, et je pense que plus personne ose aujourd'hui vraiment l'affirmer, en tout cas de manière publique, que ce n'est plus possible. Maintenant, il y a la question clairement, par exemple à Gerpine, du nombre de costumes. Il y a de plus en plus de marcheurs, il y a un dispositif de sécurité qui est énorme, c'est-à-dire beaucoup de sous. Et donc, je sais que les politiques sont un peu coincés dans le fait de ne pas pouvoir développer. Maintenant, certains avancent le fait que pourquoi devrions-nous arrêter sur les groupes de femmes et pourquoi pas élargir les groupes de femmes et restreindre certains groupes d'hommes. Je sais que si je lance ça, je vais me faire tuer à la prochaine Centre-Hollande, mais je l'ai entendu de notre ancien bourgmestre, donc je me permets de le dire. Et donc je trouve ça intéressant. Voilà pour les expériences de terrain. Merci beaucoup. Je propose, parce qu'il reste encore 10 petites minutes, mais on peut peut-être aussi... on va dépasser un tout petit peu, pour les intervenants de venir sur scène et de s'asseoir, et aussi pour le public, si vous avez des questions, voilà, c'est le moment de les poser. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Je vois des hésitations. On vous a totalement assommé. En fait, dans les groupes des intervenants, souvent les groupes de femmes sont des groupes à part. Donc elles sont acceptées dans le folklore, mais elles ne sont pas encore incluses au même titre que les hommes. Ça commence un petit peu, comme disait Marco, mais pas partout. À Binge, c'est vraiment aussi des femmes séparées des hommes. C'est un groupe, elles sont incluses, mais... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est souvent des groupes. Je vois pas encore reconnu comme société officielle. Et qui est-ce qui reconnaît les sociétés officielles de la défense du folklore binchois? Et là, il y a des femmes dedans? Non, c'est ça. Les comités organisateurs sont encore bien souvent gérés par des hommes. Je crois qu'on l'a toutes les trois mis en avant. Donc, c'est évidemment un des gros soucis. C'est qu'il faudrait commencer probablement par intégrer plus de femmes dans les comités organisateurs des traditions. Oui, mais ça c'est difficile pour moi, parce que les personnes qui se représentent l'ADF font partie de ces groupes-là. Bien sûr. Comme les groupes sont tous des hommes. Ah oui, tout à fait d'accord. On peut changer aussi les règlements. Oui, on peut changer les règlements. Il faut changer les règlements pour en ayant par exemple nous un groupe de femmes et une officière, elle est du coup rentrée dans le comité organisateur. Donc c'est aussi par là, on va rentrer petit à petit. J'ai une excellente nouvelle pour Madame Joachim. J'ai un fan, vous me suivez partout dans toutes mes interventions. Pardon ? Je dis que je vois souvent dans les interventions où je parle du folklore, souvent de Gouni. J'ai une excellente nouvelle pour les dames. Il y a une place de cavalier qui est vacante et jusqu'à présent, il n'y a pas d'homme preneur. S'il y a une excellente cavalière dans le peloton des volontaires, elle aura donc la possibilité de prendre une place et de renforcer la présence féminine au sein du comité de la marche de Gouni. Je partagerai ça. Nous souhaitons tous ensemble. Tout à fait.
Moi, ce que je voulais dire, juste en rebond par rapport à ce que vous me posez comme question, c'est aussi que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de crispation parce que les folklores et les carnavals, en fait, c'est un peu, si vous suivez ce que j'ai raconté dans mon intervention, c'est un peu un des derniers socles sacrés et rituels de notre société. Et donc, forcément, en fait, on a peur du changement. Et je pense que, bien sûr, au-delà du fait qu'on est dans une société patriarcale, etc., que cette peur du changement fait qu'on tient à tout prix à maintenir l'élément tel qu'il est, parce qu'on se dit, si on change quoi que ce soit, ça risque de changer, ça risque de perdre de son sens, etc. Et donc, je crois qu'il y a de ça aussi qui joue pas mal en défaveur d'une plus grande mouvance, en fait, et d'un plus grand changement. D'où l'intérêt aussi de pouvoir permettre l'expression culturelle des femmes sans qu'elle soit forcément l'équivalent féminin de ce que font les hommes. De pouvoir mettre en évidence des savoir-faire et des compétences propres qui ne nécessitent pas qu'on se fasse une place là où les hommes ont cloisonné complètement les portes d'accès. C'est une autre façon de pouvoir s'exprimer librement et sans ce cloisonnement, en fait. Mais après, je suis tout à fait d'accord, mais c'est un argument auquel il faut faire parfois attention parce que nous, souvent, on nous a dit mais faites votre truc sur le côté, allez-y. Mais non, nous, on voulait pas. Notre folklore, c'était celui-là, c'était pas un autre. Mais évidemment, le reste a tout son sens. Mais pour les marches, moi je suis étonné, puisque au 21 juillet, même l'armée belge est mixte. Il suffit de voir le 21 juillet, les femmes sont magnifiques au sein des pelotons de l'armée belge. On ne peut pas dire que l'armée est avant-gardiste dans le changement, à ma connaissance. Il y avait madame qui avait une question. C'est une remarque. Je voulais dire merci pour cette intervention ce soir, parce que c'est vraiment un sujet d'actualité, et parce que je suis maman de 2 enfants, une grande fille déjà de 8 ans et demi, qui est fort impliquée dans la vie de sa vie, tout simplement. Et elle, c'est une vraie demande de pouvoir être Gilles cette année à Genappe avec ses copains de classe, les papas de l'école, les professeurs de l'école. Et donc là, gros mur évidemment, parce qu'on m'a dit bah oui, mais elle ne pourra que jusqu'à ses 12 ans. Et j'étais là, et quoi, que se passe-t-il en fait à 12 ans? Est-ce qu'à 12 ans on la met sur la place publique pour lui dire ma fille, tu es réglée, c'est fini pour toi? Ou alors on m'a dit bah non, il y a aussi toutes les paysannes, mais ça ne l'intéresse pas et je peux tout à fait le comprendre. Elle a envie. Elle a envie d'être Gilles, elle a envie de porter avec fierté en fait la vie du Gilles. Et donc, oui, c'est une vraie question parce que je ne sais pas quoi lui répondre face à ça. Je vais lui dire, bah non, ton petit frère, il pourrait sans souci et plus facilement, et pas toi. Et voilà. Je peux rebondir sur la question. Le président de la société de Gilles de Genappe ici. Je pense que c'est à nous qu'on s'adresse peut-être. Et donc on a une 70aine de Gilles, adultes et enfants. La question est venue en comité il y a 2-3 ans. On a eu des demandes. Voilà, ça n'a pas passé au sein du comité d'accepter des femmes, des femmes en Gilles du coup. Et depuis 2-3 ans, on a accepté les petites paysannes dans le groupe. Uniquement des filles de nos Gilles jusqu'à 12 ans. Mais depuis ce jour-là, on me sermonne avec la présidente du comité des paysannes de Genappe, et je voulais poser la question justement, est-ce qu'il y a un règlement qui interdit dans une même ville d'avoir dans un autre groupe des paysannes également? Parce qu'elle me dit c'est interdit, au niveau du protocole, une ville n'a droit qu'à un groupe de paysannes. Donc, je voulais un peu poser la question. Non, c'est nulle part écrit ça. Il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas de règle sacrée là-dessus. Non, c'est de toute façon, chaque ville. Elle m'a demandé le nombre de paysannes que j'avais. Et donc, elle m'a dit c'est interdit, je vais en parler à la fédération du folklore. Donc, voilà. Parce que dans d'autres villes, apparemment, comme à Nivelles, il n'y a qu'un seul groupe de paysannes. Et à mon avis, le comité n'accepte pas d'autres groupes de femmes. Il vous appartient d'en créer un deuxième. Okay, on détourne la question là, il me semble. Hein. C'était ma question à la base.
Gilles intégrer aux hommes. Oui, Pas séparés. oui, voilà, parce que l'idée c'est de faire ça avec ses copains de classe. En fait, elle a envie de partager ça avec eux et pas de se retrouver dans un club de femmes, contre femmes. Enfin, c'est pas l'idée. C'est de vivre le folklore et le carnaval tous ensemble. Et on m'a même dit, mais alors il faudra le faire avec sérieux. Et on m'a même dit, mais la vie de Gilles n'est pas faite pour une femme parce que les femmes doivent faire pipi. Et je fais, oui, c'est vrai. Mais les hommes aussi, je pense. On est passé au vote pour cette question-là. Ouais. Donc, malheureusement, ça n'a pas eu l'unanimité pour le Mais vote. qui a voté? Parce que si c'est que des hommes qui ont voté pour des hommes. Mais des hommes ont voté pour aussi. Mais certains ont eu peur des médias, de l'arrivée. Oh, à Genève, ils ont accepté des femmes Gilles. Mais pourquoi est-ce que ce serait une risée du coup? C'est vraiment une vraie question que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les Gilles de Genève seraient moins bien pris au sérieux? Parce qu'il y aurait des femmes et des petites filles, alors qu'ils acceptent des petits garçons et même des bébés en poussette. Du coup, c'est juste. À la risée, mais on serait la cible du carnaval de Binche, peut-être, ou d'autres groupes, peut-être, dans les médias, sur les réseaux. Les gens ont eu peur de ça, en tout cas. Et est-ce que les hommes ont envie de défendre leurs femmes, leurs filles, leurs Mais en fait, il ne faut pas avoir peur des autres parce que le folklore, c'est à vous. Donc, si je peux vous donner un conseil, si vous commencez à imaginer ce que les autres vont dire de vous, même dans votre vie privée, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et donc, en fait... Ah non, mais je dis, voilà, le carnaval de Genappe, il doit appartenir aux porteurs de la communauté du carnaval de Genappe. Et donc, vous ne devez pas, porteur du carnaval de Genappe, dire ouais, on a peur en fait du regard des autres, on s'en fout du regard des autres, surtout dans la période dans laquelle on vit, parce que le regard des autres, il est de plus en plus virulent, avec les réseaux sociaux, avec les médias, etc. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer quelque chose. Et donc, je pense que, voilà, il y a peut-être une discussion là à mener ailleurs qu'ici, à mon avis, mais et faire porter la voix des femmes. C'est ce que j'allais dire, pour moi, ça peut être l'inverse, justement. Il y avait encore une question de fond et après je vous laisse à nouveau. Oui, en fait, je voulais savoir en fait la véritable raison pour laquelle on n'accepte pas de femmes Gilles. Mais du coup, en fait, j'ai entendu la réponse de Michael. Il y a plein de prétextes. On a peur, mais en fait, si on. Clairement, on a la présentation de Marie, en fait, le folklore, si on regarde il y a 50 ans, à la marge, c'était pas du tout comme ça. Et donc, c'est ça. Je voulais la vraie raison, mais en fait, c'est la peur. De ce que j'ai entendu, c'était plutôt de raison. Et bon, la véritable raison, je ne le connais pas. Bon, c'est peut-être à vous de répondre. Mais donc, il y a ce. Pardon. Ah oui, non. Et c'était juste. Il y a ce qui se dit. Alors, il y a le contre-argumentaire absurde que je vous ai parlé. Moi, je pense qu'il y a quand même la gestion de tout ce qui se passe autour du folklore. Si demain, en fait, les femmes participent au folklore, c'est plus elles qui accompagnent, qui reçoivent la famille, c'est plus elles qui font les lessives entre le dimanche à lundi parce que le pantalon blanc n'est plus propre, c'est plus elles qui viennent chercher les enfants une fois qu'ils ont terminé de marcher pendant que les hommes guindaillent, c'est tout ça en fait qui est mis en jeu aussi. Et ça, je pense qu'évidemment on n'en parle pas, mais moi je pense intrinsèquement c'est lié. Il y a Joël qui veut dire quelque chose. Ce que je veux dire concernant le Gilles en tant que binchoise, je suis vraiment pour la liberté de la femme dans le folklore, tout à fait pour. Mais il y a une chose que je respecterai toujours, c'est le Gilles qui est l'iconographie de la ville de Binche. Je crois que c'est un personnage qui représente la ville de Binche et qu'on ne doit pas usurper le personnage. Je ne prends pas en tant qu'homme ni femme, je prends le personnage. Et que le personnage de Gilles, à Binche, est représenté par un homme. Donc, si on veut créer quelque chose en tant que femme, on ne doit pas usurper la personnalité, mais garder sa personnalité. C'est-à-dire que de créer quelque chose de nouveau, autre chose que le Gilles, quoi. Mais de garder le sacré du Gilles. Voilà, pas en tant qu'homme, mais le sacré du personnage Gilles. Mais
participer, les femmes participer. Mais en quoi le fait pourquoi une femme qui porterait un costume du Gilles usurperait la sacralité du costume du Gilles? Mais parce que, comme tu as dit tantôt, c'est l'homme qui chasse les mauvais esprits et tout ça, oui. tu vois, et qui chasse les mauvais esprits et qui, pour la fécondité de la femme, c'est pas une femme qui va chasser la fécondité de la femme, quoi. Mais on est au XXIe siècle aussi, là. C'est surtout dans le truc, comment je vais te dire... Oui, tu parles là du sens ancestral. Voilà, ancestral. Mais là, on est au XXIe siècle aujourd'hui, tu vois. Oui, je sais, mais comment est-ce que je vais dire ça Mais en tout cas, pour nous, on ne revendique pas dans la création de notre société, on ne revendique pas le fait de porter le costume du Gilles. Parce que pour nous, depuis qu'on est là, c'est des transmissions familiales qui datent depuis tellement longtemps que pour nous, le personnage du Gilles, il est masculin. Pour nous, c'est tellement une évidence. Et peut-être qu'un jour, il y aura des femmes Gilles à Binche, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Il faudra au moins 1 ou 2 générations. Okay. Est-ce que c'est en lien avec la... Oui, c'est en lien. Non, moi, je voulais dire, justement, s'il y a des femmes Gilles à Genappe, ça sera la fierté de Genappe. Et donc, la presse, elle va venir en disant « Waouh, Genappe, il fait vraiment un pas en avant par rapport aux autres. Okay. » Ça peut aussi être ça comme argument.